Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de continuer cette série de soirées que j'ai fait. C'est la troisième et je vais faire un petit résumé des autres pour ceux qui n'étaient pas là. Sur les temps présents, les temps que nous traversons, cette crise dont on parle. Et je vais en parler cette fois-ci du point de vue du positif, de qu'est-ce qu'on peut faire de cette période d'important et de génial. Alors le résumé des épisodes précédents, eh bien, la première chose, c'est que nous sommes le résultat de 13 milliards d'années. C'est important à comprendre, je vais y revenir. Là, je vous parle juste du plan. Donc nous sommes le résultat de tout un temps d'évolution. Nous sommes responsables de la crise actuelle. Ça, c'était la deuxième soirée que j'avais proposée. Et dans la troisième, la dernière fois, j'avais insisté sur le fait que nous avions notre mot à dire, c'est-à-dire que nous étions responsables de cette crise en majorité, et qu'en même temps, ça nous donnait une responsabilité. Et on avait vu que cette responsabilité, la dernière fois, on l'avait abordée du point de vue de l'évolution personnelle, intérieure personnelle, et c'est une transformation intérieure qui allait permettre cette transformation extérieure. Je vais y revenir rapidement. Voilà, donc ça c'est le plan. Alors, l'humain, 13 milliards d'années. C'est une réalité biologique d'abord, c'est ce que j'avais aussi soulevé la dernière fois. Quand Hubert Reeves nous dit « vous êtes poussière d'étoiles », c'est une réalité. C'est-à-dire que les composants de notre corps ont été fondés dans les étoiles il y a 13 milliards d'années. Enfin, ça a commencé avec le Big Bang il y a 13 milliards d'années, mais toute cette lente évolution qu'il y a eu depuis le Big Bang, a créé des briques de la vie qui sont maintenant composants de notre corps. Donc ce n'est pas une image, c'est une réalité. Nos origines sont inscrites dans la phylogénèse. Ça aussi, la science montre à quel point, et je vais vous montrer 2-3 schémas, à quel point nous sommes issus de cette longue histoire de la vie sur Terre. On pourrait discuter de savoir s'il n'y a pas eu d'autres interférences que simplement cette évolution biologique. Ce serait une discussion intéressante, mais on ne va pas la faire aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que nous sommes issus du minéral, du végétal, de l'animal, qui a conduit à l'homme, selon cette perception de la science. Et donc, quand toute la saga qu'a écrit Jean Howell sur les enfants nous sommes des enfants de la Terre, c'est aussi donc une réalité. Nous sommes issus de cette Terre. Et la Terre est notre mère au sens réel de ce terme, de ce point de vue-là. Alors, en voilà un exemple, si vous voulez, c'est-à-dire que l'étude chromosomique a permis de montrer que vous avez ici la protocellule, les toutes premières cellules, qui ont ensuite permis de construire les 3 principes fondamentaux de la vie, qui sont les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est quoi? C'est les cellules à noyau dont notre corps est composé. Et donc, tout ça, il y avait une origine unique au départ, et puis ça a, d'engendrement en engendrement, eh bien, il y a eu cette évolution avec ces 3 grandes familles qui ont permis toute l'évolution suivante. Et vous voyez que ici, vous voyez, les animaux sont là, donc si on continuait, nous on sortirait des animaux, on serait dans une continuité de ce schéma. Voilà un autre schéma aussi intéressant pour ceux qui sont allés au musée Confluence à Lyon. Vous avez ici, donc l'origine de la vie est ici, et ici vous avez le parcours qui a amené à l'homme. Mais vous voyez que ce parcours, il a amené à plein d'autres formes de vie. Et donc, nous sommes là aussi, tous ces embranchements, vous voyez, il y a des embranchements multiples qui ont conduit là, mais il y a aussi des embranchements entre toute cette partie-là et celle-là, et celle-là et celle-là aussi. C'est-à-dire que tout communique finalement. Et on voit que donc, l'homme est une partie de ce grand buisson. La deuxième chose, donc, nous sommes issus de 13 milliards d'années, la deuxième chose, c'est que nous sommes responsables de la crise, de cette crise. Cette question, quand on l'abordait ça il y a une dizaine d'années, il y a un certain nombre de gens qui riaient en disant « bon, quand même, vous êtes pessimiste ». Je vais reparler du pessimisme et de l'optimisme, d'ailleurs. Ils disaient « vous êtes pessimiste ». Actuellement, ça ne fait plus débat. Enfin, à part ceux qui veulent nier ça de façon formelle,
La question ne fait plus débat au point de vue scientifique. Le Club de Rome l'avait montré, je crois, en 1974, avec toute cette étude qui avait été faite très sérieusement d'un point de vue scientifique. Et puis, tous les rapports du GIEC qu'on voit arriver les uns après les autres. Et puis, j'avais soulevé aussi la dernière fois l'étude de quelqu'un, un Australien qui s'appelle Graham Turner, et qui a repris toute l'étude faite par le Club de Rome et qui l'a poursuivi avec des outils encore plus puissants et qui a montré que finalement, oui, tout ce qui avait été mis en place dans la perception de ce qui allait se passer dans le futur par le Club de Rome était valide, et même lui a fait d'autres perspectives qu'on avait développées la dernière fois. Mais bon, pour ce qu'on va avoir aujourd'hui, ça me paraît suffisant. Alors, responsable, il y a aussi un neuropsychiatre qui a analysé le caractère psychopathologique de l'humain. Alors, de l'humain, il ne l'entend pas au sens individuel, mais au sens que l'ensemble du monde et de cette espèce de grande conscience que sont les humains fonctionne de façon pathologique, avec quelque chose qui est de l'ordre de la psychopathologie et de non pas de la névrose, mais de la psychose, avec ces caractéristiques qu'il a déterminées, un ego surdimensionné, donc avec un complexe de toute puissance, quelque chose qui est aussi grave, c'est la manipulation. La manipulation est partout. J'avais même peut-être le projet de faire une soirée sur la manipulation et voir pourquoi nous sommes manipulables et comment est-ce qu'on peut manipuler. L'absence d'empathie, c'est-à-dire que l'humain est le plus souvent égocentré, c'est-à-dire qu'il n'a pas le sentiment que l'autre souffre, de moins en moins. Alors, c'est encore d'un point de vue général, hein, je ne dis pas ça à titre individuel, bien évidemment, mais je dis que globalement, le monde se construit et se conduit comme ayant très peu de soucis de l'autre. C'est ainsi que une bonne partie de la population peut mourir de faim sans que ça fasse bouger les politiques fortement ou ceux qui ont l'argent. L'irresponsabilité, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire on nous dit le réchauffement climatique, ce qui est un seul des éléments parmi tous, et bon, finalement, on va continuer pareil, et finalement, les USA sortent du club de l'accord sur le climat, etc. Donc on voit bien que finalement, rapport du GIEC après rapport du GIEC, on sait que ça va mal se finir, mais on continue un peu sur la lancée. Donc ça veut dire qu'on a une incapacité à se projeter dans le futur et à tenir compte de ce futur que l'on connaît par la science. Troisième chose, donc, pour résumer, nous avions notre mot à dire, c'est-à-dire qu'à titre individuel et collectif, eh bien justement, il faut qu'on essaye de soigner cette psychopathologie qui nous habite un peu les uns les autres, et puis globalement qui habite quand même le monde. Et je voulais revenir sur cette évolution intérieure dont on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé la dernière fois, en rajoutant une chose, c'est qu'en fait, dans notre façon avant d'agir, il y a quelque chose que je n'avais pas beaucoup souligné les autres fois, c'est qu'il y a un état d'être. Nous sommes dans un état d'être, et à partir de cet état d'être dont je vais reparler, cet état d'être perçoit quelque chose. À partir de cette perception, ça entraîne des pensées, une réflexion. Cette pensée va aboutir à une parole et à une action. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette pensée, elle s'appuie sur un état d'être, donc qu'on pourrait appeler un état de conscience. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est ça qui explique, selon moi, qu'il faut que chacun de nous, on fasse attention à quel être nous sommes, qui nous sommes, qu'on puisse répondre à cette question et qu'on sache comment on fait évoluer ce qui nous sommes vers quelque chose qui nous paraît plus dynamique, plus joyeux, plus éthique, plus beau, plus partageant que ce que nous sommes un peu naturellement. Donc cette notion d'état d'être, elle me paraîtrait très importante à développer parce que c'est à partir de cet état d'être et cette évolution que chacun prend en compte de lui-même pour faire évoluer cet état d'être qu'il y a un avenir à notre évolution personnelle et l'évolution globale du monde. L'autre aspect principal que je n'avais pas développé, mais que j'avais juste cité, parce que ça ne fait pas partie de mon champ d'action, on va dire, c'est qu'il y a quand même une adaptation, comme dans toutes les autres crises qu'il y a eu depuis la création de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, il y a eu toujours
comment dire, une pression exercée par l'environnement, et on doit aussi répondre à cette pression. Le climat, on en entend parler, les ressources qui diminuent, la pollution par l'industrie, la surpopulation ou l'excès de population, j'en sais rien, on a un peu détaillé la dernière fois, mais ça mériterait de réflexion. Et puis le contexte social et politique, on voit bien comment ça évolue. Et puis quelque chose qui est devenu banal et même qui s'accélère, c'est le pouvoir financier énorme de quelques-uns et d'autres qui manquent cruellement. Alors devant ce constat, est-ce qu'on est plutôt pessimiste, optimiste? Au début, souvent, les gens me disaient « mais tu as l'air pessimiste ». Je dis « non, je ne suis pas pessimiste. Non, je ne me sens pas pessimiste. J'essaie de voir les choses. » Et alors, j'ai trouvé cette parole de Georges Bernanos qui est assez intéressant pour savoir si on est optimiste ou pessimiste. C'est « le pessimiste est un imbécile malheureux et l'optimiste un imbécile heureux ». Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui nous reste si c'est ni l'un ni l'autre? Il nous reste à essayer de voir le réel. C'est quoi le réel et qu'est-ce qu'on peut faire avec le réel? Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui, pour moi, est très important et qui est souligné par un certain nombre de sages, c'est que notre propre évolution, qu'elle se fasse en creux ou en bosse, c'est-à-dire qu'elle se fasse par des choses qu'on a réussies, des choses qu'on a moins réussies ou même ratées, ça n'a aucune importance si on apprend quelque chose. C'est-à-dire que pour l'évolution, qu'on ait appris à partir d'erreurs ou de réussites, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce petit schéma que je trouve très sympathique, que je vous laisse lire. Si j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas échoué autant. Et le petit renard bien malin qui répond si tu n'avais pas échoué autant, tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui. Et je trouve que cette phrase, elle est extrêmement importante pour comprendre que on a pu faire des erreurs, des grosses erreurs dans le passé, mais que c'est pas, il ne faut pas arrêter de se fustiger avec ça, mais il faut en faire une force et se dire, bon, qu'est-ce que j'apprends? Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Alors, pour moi, crise ou engendrement, j'ai écrit. C'est-à-dire que souvent, on parle de cette crise avec tout son cortège et de crise systémique, hein, c'est-à-dire que même si le climat s'arrangeait, ça n'arrangerait pas le problème. C'est-à-dire que le problème, il est dans différents secteurs, dans de nombreux secteurs, et donc c'est une crise générale, systémique et mondiale. Mais cette fois-ci, ce que je veux développer, c'est vraiment que nous sommes à un rendez-vous tout à fait exceptionnel. Et qu'en effet, parler simplement de la crise, c'est peut-être occulter justement cette mutation en cours, extrêmement importante, et qui pour moi est la chose sur laquelle nous pourrions nous concentrer. Et je pense que nous sommes en train d'accoucher d'une nouvelle civilisation. Et c'est de ça dont on va parler. On va parler d'accouchement, on va parler de naissance, on va parler de grossesse, on va parler de déclenchement du travail, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc ça va peut-être plus parler aux femmes, qu'elles aient ou non des enfants, qu'aux hommes, encore que. J'espère que ça va parler à tout le monde. Et que je crois qu'on va vraiment vers une nouvelle société, une nouvelle version de nous-mêmes et de la société. Et je vais essayer de vous montrer à quel point c'est précis et à quel point tout ce qu'on a développé avec toute une équipe pendant peut-être 30 ans sur l'accouchement peut nous inspirer et nous parler de cette période que nous vivons. Alors pour parler d'engendrement, pour parler de naissance, pour parler d'évolution, je voulais revenir sur celles qui nous ont engendrés, nous, par le passé. Et tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans l'astrophysique, les choses avaient commencé, alors c'est un schéma hein, qu'on peut discuter, mais avec le Big Bang, avec la création des étoiles, qui étaient des usines à fabriquer des atomes, et puis l'arrivée d'après des étoiles, les planètes, et puis un jour la Terre. Donc tout ça, on l'avait développé il y a plusieurs années déjà, mais l'astrophysique montre qu'il y a eu un engendrement, comme ça, depuis le Big Bang. Et puis, alors, si on se concentre sur la Terre, eh bien, sur la Terre, il y a eu, dans toute l'histoire de l'évolution de ces 4,5 milliards d'années, l'apparition du minéral, et puis ce minéral a petit à petit évolué. Il y a eu le refroidissement de la Terre, il y a eu la croûte terrestre, tout ça, j'en passe. Et puis l'apparition du végétal, et puis de l'animal, et finalement qui a conduit à l'humain. Voilà, tout ça, c'est une très grande histoire, une très belle histoire,
mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et puis sur Terre, les espèces, elles évoluent aussi par sélection naturelle et engendrement. C'est-à-dire qu'au moment, si on s'intéresse à la reproduction, au moment de la reproduction, il y a des mutations qui se font et qui permettent de modifier les organismes et de les faire évoluer et de les faire ou bien mieux adapter et donc continuer la suite de l'évolution, ou être moins adaptés et disparaître. Donc ce qui va être un peu le thème aujourd'hui, c'est cet équilibre, cette comparaison entre l'accouchement tel qu'il est fait chez les humains aujourd'hui, la naissance, c'est la grossesse, la naissance, et puis la naissance de cette nouvelle civilisation qui arrive. On va essayer de faire un parallèle pour vous montrer à quel point, pour moi, c'est important comme enseignement. Ça s'appelle l'autosimilarité, c'est-à-dire qu'on a une similarité à différents étages. On a une similarité dans l'accouchement, dans la naissance, dans les différentes naissances qui ont eu. Similarité ne veut pas dire que c'est identique, et une similarité par rapport à ce qui se passe dans cette période que nous vivons de crise. Donc, similarité, comme je l'ai écrit, ne veut pas dire identique. Hein. Il y a eu une très lente évolution de la reproduction avant d'arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'espèce humaine. C'est la naissance d'un enfant prématuré, mais qui est en même temps prématuré, mais qui en même temps donc a besoin de ses parents, a besoin de sa mère, est obligé d'établir une relation beaucoup plus puissante que les animaux. Alors, chez l'humain, grossesse, accouchement, naissance, il y a une nécessité du masculin et du féminin. Alors je sais que de nos jours, bon, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais dans la biologie, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait les deux. On a beau essayer de tourner le problème comme on veut, de prendre des spermatozoïdes d'un côté et des ovocytes de l'autre et tout, il y a toujours quelque chose du masculin et du féminin qui se rencontrent pour qu'il y ait quelque chose qui puisse démarrer de la grossesse et finalement de la naissance. Alors, je voudrais, maintenant, pour avancer, je vais vous parler de la grossesse et l'accouchement, mais peut-être pas comme vous en avez entendu parler jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'avec, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, on a essayé, parce que ça m'a beaucoup interpellé dans mon métier de gynécologue obstétricien, ça m'a beaucoup interpellé de mieux comprendre la grossesse, mieux comprendre le désir d'enfant, la grossesse, l'accouchement, le rôle du père, le rôle de l'homme. Et c'est un peu ce que je vais vous partager, parce que ça permet ensuite de faire le pont avec la période que nous vivons. Alors, cette grossesse, aussi bien dans le côté humain que sociétal, eh bien, comme je vous disais, qu'on le veuille ou non, il faut quelque chose du masculin et quelque chose du féminin, pour ne pas prendre homme-femme, et un désir de quelque chose de nouveau, un désir. Bon. Le désir d'enfant, c'est quelque chose de très complexe, contrairement à ce qu'on croit, et qui cache quelquefois des choses assez insoupçonnées. Et une fois que cette fécondation est faite, eh bien, il y a quelque chose qui se développe en croissance et que j'ai appelé en marge, c'est-à-dire caché, c'est dans le ventre, et on est un peu axé par l'échographie ou par des techniques, mais finalement, ça reste caché au niveau du monde, et puis un jour, c'est mis au monde et ça apparaît clairement au monde. Et de cette comparaison-là avec la société, c'est qu'il y a dans la société, et on va avancer pas à pas, il y a dans cette société des hommes et des femmes, et qu'il faut ces deux énergies pour faire quelque chose de nouveau, il faut ces deux énergies, et que de ce côté-là, on peut dire que l'énergie masculine a un peu trop conduit le monde, et qu'il manque beaucoup encore l'énergie féminine, et qu'il y a quelque chose à rectifier de ce point de vue-là. Et puis il faut une impulsion nouvelle. Il faut une impulsion nouvelle, et cette impulsion, elle a lieu puisque nous sommes insatisfaits du monde tel qu'il est, que nous voulons que ce monde évolue. Donc cette impulsion, on pourrait la prendre de ce point de vue-là. Et puis ensuite, il y a la grossesse. Et la grossesse, c'est que il y a une croissance vous savez que toutes les sociétés sont fondées sur des paradigmes, c'est un certain nombre de valeurs, et que ce paradigme, il ne va pas comme ça apparaître tout de suite, et qui va se développer dans des petits coins, des endroits, des gens. Il y a énormément
quand on s'intéresse à ces questions, il y a énormément de structures, de personnes, de groupes qui travaillent à essayer de comprendre la société autrement, à te faire évoluer, etc. Ici, il y a les oasis en particulier, hein, fondées par Pierre Rabhi et puis ensuite par d'autres qui font ça. Et il y en a énormément donc, de gens qui essaient de réfléchir à cette évolution, à un nouvel équilibre. Mais on ne peut pas dire que c'est actif dans la société et dans le monde. C'est encore caché, c'est comme ça dans des petits coins. Mais un jour, ça va naître, et on va parler de ça, je vais même essayer de faire un programme avec des années tout à l'heure, pour qu'à un moment, le paradigme qui paraîtra le plus adapté à cette nouvelle société, eh bien, il soit reconnu et qu'il soit, lui, mis en avant et mis en action dans notre société. Alors, on va commencer, donc, ce que je vous dis, on va faire un parallèle, hein, on va parler de la naissance humaine et ensuite, on va parler de la naissance de la société. Donc, je répète, parce que c'est quelque chose pour moi de très important, c'est une initiation à deux d'abord. C'est-à-dire que si on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la grossesse et l'accouchement, où il y a ces trois parties que j'ai essayé de réunir, la partie biologique, la partie physique, la partie obstétricale, je dirais, la partie psychique et la partie évolutive, eh bien, actuellement, peut-être que dans nos pays dits industrialisés, on a un petit peu perdu l'idée que la grossesse et l'accouchement est une initiation, mais il y a énormément de peuples pour qui c'est une évidence. Et pour moi, c'est une évidence. Et c'est une évidence que nous avons vécue avec toute l'équipe, parce que dans toute la préparation qu'on a fait pendant des années, on a pu comme ça partager avec des femmes et des couples ce qu'ils vivaient et se rendre compte qu'en effet, peut-être bien qu'il y a un certain refus de l'expérience et que beaucoup pensent que la grossesse est un passage obligé et que l'accouchement est un passage obligé bien ennuyeux et que si on pouvait s'en passer, ce serait bien. Mais il y en a d'autres qui pensent que pas du tout, que c'est une expérience extrêmement fondamentale, forte, puissante, et que la vivre donne un niveau de conscience très important au couple. Donc à ce moment-là, ça voulait dire que se préparer à l'accouchement, dans ce qu'on a développé, ça veut dire se préparer à l'initiation. Et de ce fait, c'est ce que je viens de dire, que je répète, vivre à deux cette initiation dans la grossesse et l'accouchement permettait, et dans la naissance, permettait un saut de conscience. Alors, je vais essayer de vous dire un petit peu, très rapidement, le résultat du travail qu'on a fait pendant une trentaine d'années. Et qu'on s'est rendu compte qu'en effet, en reprenant ensemble pour chaque trimestre des choses qui étaient caractéristiques du point de vue obstétrical, c'est-à-dire médical, du point de vue de ce qu'on enseigne à la fac, hein, ça veut dire, du point de vue psychique et du point de vue évolutif, on avait des trimestres qui étaient très particuliers et qui incitaient à une expérience. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment, en fait, il n'y a pas à inventer une préparation à l'accouchement, il y a juste à regarder ce que la vie propose. Il n'y a rien à inventer. C'est-à-dire qu'à un moment, on m'a dit, ben oui, on m'a dit, il faut dire la méthode Rennes. Je dis, mais non, ce n'est pas la méthode Rennes. C'est Hugues Rennes, il a été à un carrefour où il a écouté les femmes, il a écouté les couples, il a essayé de comprendre, c'est tout ce qu'il a fait. Il était à un carrefour où il y avait le côté médical, le côté psychologique, le côté évolutif, et au milieu de tout ça, il a essayé de comprendre, c'est tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on a fait avec toute une équipe, donc. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier trimestre, quand on regarde vraiment qu'est-ce que propose ce que j'ai appelé la grande sage-femme, qui est la grossesse, la grande sage-femme, qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien, elle propose une première chose, c'est de ralentir le rythme. C'est-à-dire qu'il y a assez rapidement une hypotension, en particulier, la tension artérielle baisse un peu, il y a une fatigabilité, et cette fatigabilité, elle oblige à arrêter de courir sans arrêt. Dans un monde qui court, il faut arrêter de courir, c'est ça qu'elle dit. Et cet arrêt de courir va permettre un certain retour à soi, va faire que, privé de cette capacité, j'allais dire, qui peut paraître un manque à courir et à continuer notre vie comme on fait à toute vitesse, il y a quelque chose qui revient un peu à soi. Et on pourrait dire que justement, s'il se passe quelque chose à l'intérieur du corps de la femme, qu'elle revienne un peu à soi, me paraît un mouvement aussi naturel que ce qui se passe dans son ventre. On a aussi
mis en évidence de façon très claire, et les femmes qui ont été enceintes ou celles qui ont eu des amies enceintes, vous avez peut-être vu ça, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité, une hypersensibilité et une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de se protéger du monde extérieur parce que c'est trop violent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où, c'est un peu général ce que je vous dis parce qu'il faut aller vite, hein, mais à partir du moment où la grossesse démarre, qu'on l'ait voulu de façon forte ou moins forte, mais qu'on l'ait voulu, ça pose des questions. Pour une femme, c'est quoi être mère? C'est quoi être père pour l'homme? Ça pose un certain nombre de questions qui vont interroger le passé. Parce que quand on se dit c'est quoi être mère, la référence qu'on a, c'est la nôtre, bien évidemment, la première. On en a d'autres, mais c'est la nôtre. Et que donc on a, à travers les parents et à travers la société et à travers toutes les traditions, on a une image de ce que c'est qu'être mère, une image de ce que c'est qu'être père, une image de ce que c'est qu'avoir un enfant, etc., etc. Et que c'est tout ce passé qui revient. Et qui refait irruption dans le psychisme de l'homme et de la femme, peut-être pas tout à fait au même moment, mais voilà. Et donc c'est tout ce passé qui va être redigéré. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une capacité à accepter des choses pas très belles qui se passent à l'intérieur de nous, d'accepter ça pendant la grossesse, alors que le même travail psychologique fait en dehors de la grossesse fait qu'on a du mal à dire là, j'ai quand même des inquiétudes, j'ai des peurs, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des dysfonctionnements. Donc il y a quelque chose qui non seulement est capable de rentrer en contact avec les difficultés intérieures qui émergent, et en même temps d'accepter de voir plus clairement à l'intérieur d'elle-même ce qui s'y passe. Capacité d'accueillir le passé. Et puis il y a des choses assez curieuses, c'est la modification des organes des sens, c'est-à-dire que les goûts, les odeurs, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui signalent qu'il y a des choses qu'elles n'aimaient pas au point de vue alimentaire, au point de vue odeur, avant la grossesse, qu'elles aiment pendant la grossesse, et vice-versa, des choses qu'elles aimaient et qu'elles n'aiment plus. Et puis quelquefois, ça revient après la grossesse comme c'était avant. Et puis il y a une dernière notion que j'ai appris récemment, parce qu'elle est apparue récemment en Angleterre, c'est que les neurosciences ont montré que pendant la grossesse, la substance grise diminuait et la substance blanche augmentait. Alors, je vais juste dire un petit mot là-dessus, parce qu'après on va revenir à l'ensemble de ce que je viens de vous dire. C'est que la substance grise, c'est la substance des cellules nerveuses. Et les cellules, c'est tout ce qui fait fonctionner le psychisme. La substance blanche, c'est ce qui fait du lien. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu tirer de conclusion. Mais moi, je suis très intéressé pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette modification au niveau du cerveau. Et on peut imaginer qu'il y a besoin d'être moins intelligent, mais plus en relation. Qu'à force de développer l'intelligence, on s'est privé de la relation et que la grossesse favoriserait peut-être la relation. Donc c'est une étude qui va, j'espère, se faire. Je vais peut-être faire quelque chose pour y participer, parce que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce premier trimestre, finalement? C'est que tout est facilité pour ce que j'ai appelé une psychothérapie naturelle. Et il y avait une femme qui avait montré ça, qui s'appelle Monique Bydlowski, il y a très longtemps, qui avait parlé de la transparence psychique. Transparence psychique, ça veut dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus facilement accès à ce qui se passe à l'intérieur et beaucoup plus de capacité à l'accepter et à l'élaborer. Ce qui s'appelle la psychothérapie, quoi. Donc il y a une psychothérapie offerte par la grossesse avec tous les ingrédients pour que ce soit facilité. Alors, la grossesse, elle n'impose rien. La grande sage-femme n'impose rien. Elle fait une proposition. C'est-à-dire que les femmes qui acceptent ce remaniement intérieur qui se fait, ça peut se faire spontanément en grande partie, ça peut se faire accompagné si nécessaire, mais il y a quelque chose qui est vraiment là important et qui va permettre de faire évoluer la grossesse et qui va permettre de préparer l'initiation. Alors, dans l'espèce humaine, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire, vous savez que la psychothérapie et tout ce qui est psychologique, moi, quand j'ai commencé une psychanalyse freudienne dans les années,
peut-être 85, je ne me rappelle plus, tout le monde pensait que ceux qui faisaient un travail sur eux-mêmes, c'est qu'ils étaient tonchés, et que les autres étaient bien portants. Donc si on voulait être bien portant, il ne fallait pas faire de travail psychique. Donc moi j'ai vécu ça, hein, les gens me regardaient avec un peu de commisération. Et il y a quelqu'un qui disait, un peu pour se défendre, un peu avec un peu d'humour, qui disait ceux qui ne doutent de rien ne se doutent de rien. C'est-à-dire que si on ne va pas voir à l'intérieur, bah, comme ça au moins on ne sait pas tout le travail qu'il y a à faire. Et en fait, donc, depuis Freud, il y a eu de plus en plus, et bien après Freud, de plus en plus d'approches qui ont fait jour. Et aujourd'hui, il y a énormément de psychothérapie possible, de différents types de psychothérapie. J'en ai parlé dans la soirée précédente. Pour ceux qui veulent, on a fait un montage avec Patrick, et vous pourrez le retrouver en ligne, pas tout de suite, mais bientôt. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc il y a de plus en plus d'approches psychologiques très simples, ce qu'on appelle brèves, ou en autonomie, ou avec des pairs, c'est-à-dire que on n'est plus obligé de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Il y a des choses accessibles, très efficaces, et qui permettent de se prendre en charge soi-même et d'évoluer soi-même. Donc on voit que, de la même façon que la grossesse propose quelque chose, depuis Freud et depuis tout ce qui s'est passé, il y a une proposition ouverte à chacun d'aller travailler à l'intérieur de soi. Alors, finalement, ce premier trimestre de la grossesse, qu'est-ce qu'il soigne par rapport à cette pathologie qu'on a vue tout à l'heure, hein? Tout à l'heure, on a parlé de l'ego surdimensionné, de la manipulation, de l'absence d'empathie, de l'irresponsabilité. Finalement, on se rend compte que ce premier trimestre, il soigne un peu ça. Il soigne même beaucoup ça. C'est-à-dire que cet ego surdimensionné qui pense qu'il est le centre du monde, quand on fait une introspection, tout d'un coup, on a un peu plus d'humilité. On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple à l'intérieur de soi. Et donc, ça va développer un peu d'humilité et une réconciliation avec son passé. La manipulation, c'est le mensonge. Là, c'est le goût pour la vérité. Je veux voir clair à l'intérieur de moi-même. Je vais essayer de voir clair à l'intérieur de moi-même de mes fonctionnements. Il faut un grand courage pour faire ça. Et donc, on quitte un peu le monde de cette manipulation que l'on trouve un peu partout, pour ce goût de la vérité. Et cette absence d'empathie dont on a parlé tout à l'heure, eh bien c'est justement l'empathie naissante, l'empathie pour la façon dont nous sommes construits, l'empathie pour les parents ou les êtres qui nous ont donné naissance, qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais donc c'est une réconciliation qui a lieu dans ce travail psychothérapeutique. Et donc, l'empathie, elle va de nouveau renaître à ce moment-là. Et l'irresponsabilité, donc l'incapacité à se projeter, au contraire, c'est le courage de chercher, c'est le courage de comprendre. Et donc on voit bien qu'à travers ce premier trimestre, il y a une proposition spontanée, naturelle, normale, physiologique, de réparer cet humain que nous sommes, qui est un petit peu abîmé actuellement. Le deuxième trimestre, là aussi, la médecine classique que j'ai appris sur les bancs de la fac, elle a toujours dit que le deuxième trimestre ne ressemblait pas au précédent. Et on dit toujours d'ailleurs aux femmes qui ne sont pas très bien dans le premier trimestre, vous allez voir, dès que vous allez finir le troisième mois, ça va aller. Et c'est vrai que le plus souvent, c'est vrai. Pas toujours, parce qu'il y en a qui restent bloqués au premier trimestre, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que le plus souvent, tout d'un coup, ça va mieux, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de vomissement, il n'y a plus d'inquiétude, tout va mieux. Et il y a un véritable épanouissement physique et toujours une hypersensibilité. C'est-à-dire que très souvent, elles ne peuvent pas regarder n'importe quoi à la télévision, c'est très douloureux, ou si elles continuent à le faire, il y a tellement d'horreur à la télévision que voilà, c'est difficile. Mais par contre, cette hypersensibilité, tournée vers le présent, elles la gardent. C'est-à-dire qu'elles ont une perception des choses, de ce qui se passe autour d'elles, qui s'est développée, comme si les organes des sens s'étaient développés. Vous voyez, c'est comme si, quand on est égocentré, on pense qu'à partir de soi, on voit que soi, et puis tout d'un coup, c'est comme si cette perception, elle s'écartait et qu'elle commençait à englober les personnes qui sont autour. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que propose la grande sage-femme, toujours dans le deuxième trimestre. Cette hypersensibilité tournée vers le présent. Et puis il y a quelque chose qui était assez amusant, parce que je me rappelle d'exemples que les femmes me donnaient, de perte partielle de la mémoire dite futile. Alors, ce n'était pas futile pour le monde du mari, mais pour elle, c'était sans aucune importance. C'est-à-dire que c'est comme si, je veux dire, c'est comme si finalement, à travers tout ce que je vous ai dit, ce qui était important, c'était
la relation, c'était l'amour, c'était que ça fonctionne bien, c'est qu'on soit joyeux, et que le reste, on s'en fichait éperdument. Alors pas toutes, mais... Et on a souvent parlé des envies des femmes enceintes, vous savez, ça vous dit quelque chose, les envies des femmes enceintes? On a beaucoup parlé de ça. Et l'envie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui ne surgit pas, qui surgit, je veux dire plutôt, qui surgit brutalement dans la pensée, mais qui n'est pas issu d'un certain nombre de réflexions. C'est-à-dire que c'est pas je réfléchis à quoi j'ai envie, c'est d'un coup, il y a une espèce de bulle qui sort comme ça. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, et ça fait partie du deuxième trimestre. Donc c'est quelqu'un, finalement, qui vit dans l'instant, qui vit dans la relation, et dans la relation chaleureuse, dans la relation amoureuse, dans la relation qui est ouverte sur le monde. C'est-à-dire, elles sont créatrices de moments chaleureux et partagés. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui veut être que tourné vers soi, c'est une envie de partager, de vivre dans l'instant, de créer des moments avec ceux qu'on aime. Et c'est certain, comme je l'ai écrit, que la société rigole plutôt de tout ça, de ce deuxième trimestre, et bon, on dit « oh, elles sont enceintes », alors qu'au contraire, il se passe quelque chose d'extrêmement important et qui devrait nous interpeller tous de façon forte et nous encourager à essayer de comprendre, et c'est ce qu'on essaye de faire ici, et finalement de se rapprocher de cette façon de penser et de se comporter. C'est-à-dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure de l'état d'être, vous avez bien compris que l'état d'être du premier trimestre n'est pas le même état d'être que le deuxième trimestre. Et ce n'est pas le même état d'être que le troisième trimestre. Et pourtant, c'est la même femme. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être, nous pouvons être habités par un état d'être différent selon les moments. Et que nous aurions peut-être la capacité de choisir avec lequel on a le plus envie de vivre. Alors, dans l'espèce humaine, puisqu'on fait toujours la comparaison, hein, je répète, entre qu'est-ce qui se passe dans la grossesse, qu'est-ce qui se passe dans cette naissance qui est en train de se faire, eh bien, il y a le plaisir de partager, les envies aussi. C'est la période qu'on a vécue dans les 30 Glorieuses, j'allais dire. Moi, j'ai participé bien à 68. À 68, on était vraiment dans ce monde-là, quoi. C'est-à-dire que c'était qu'est-ce qu'on a envie de faire, on le fait, on ne s'occupe pas. Pour la morale, on s'en fichait un petit peu, mais ce n'était pas très important. Et puis il n'y avait pas de hiérarchie. Je me rappelle très bien que quand on était mariés et qu'on disait ma femme, on dit non, c'est pas ta femme, c'est la femme. Rien ne vous appartient, tout est à tout le monde. Enfin, c'était un peu exagéré peut-être, mais il y avait il y avait quand même quelque chose de très intéressant, de très chaleureux, qui fait beaucoup du lien. On a beaucoup essayé de faire du lien. Donc pas de hiérarchie dans l'attention à l'autre. J'ai autant d'attention à ceux qui sont proches que ceux qui sont loin. Je ne protège pas que mon clan, c'est-à-dire que les autres m'intéressent. Ceux que je croise, c'est ceux-là qui sont importants pour moi. Et faire avec ce qui est. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour faire la comparaison avec la grossesse, c'est faire dans l'instant, faire avec ce qui est dans l'instant. Et ça produit de la joie, de l'enthousiasme, et ça manifeste l'amour, comme le deuxième trimestre. Alors, vous allez me dire, les 30 Glorieuses, ça n'a pas été aussi rectiligne que ça, et je suis bien d'accord, bien évidemment. Parce que, pour certains, ça a été ça, mais pour l'ensemble de l'humanité, qu'à un cas, ça n'a pas été tout à fait ça, quand même. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que ce deuxième trimestre apporte par rapport à cette psychopathologie humaine, cette psychose humaine? Eh bien, par rapport à l'ego surdimensionné, on vient de le voir, ça élargit le cercle de l'amour. Que ce soit pendant la grossesse ou après, c'est que tout d'un coup, tous les autres prennent de l'importance. C'est plus simplement moi ou les tout proches. Donc il y a quelque chose qui, du coup, se soigne encore plus que tout à l'heure. C'est élargir le cercle des êtres que l'on aime. La manipulation, voilà, on n'est plus du tout là-dedans, on est dans... Puisque on crée un cercle avec plutôt de l'amour, de la compassion, eh bien, ça amène, on est plutôt enclin à amener à l'autre ce qui est favorable à sa croissance. On n'est pas dans la manipulation pour en tirer profit, on est dans la manipulation pour que l'autre en tire profit. Donc c'est plus de la manipulation, ça s'appelle l'amour. La manipulation, c'est quand on en tire profit pour soi. Et l'irresponsabilité, donc cette incapacité à se projeter dans l'avenir, au contraire, c'est
c'est visionnaire, c'est-à-dire que cette hypersensibilité au présent, ces organes d'essence qui sont capables de percevoir ce qui se passe, perçoivent en même temps la solution à ce qui se passe. C'est ça être visionnaire, c'est apercevoir la solution. Alors le troisième trimestre, dans l'espèce humaine, hein, pour l'instant, il y a une première chose, c'est les limites corporelles. C'est-à-dire que dans le troisième trimestre, alors au début encore ça va, mais il y a quelque chose qui commence à être lourd. Et donc les limites corporelles, c'est est-ce que tu es prise par la peur ou par l'enthousiasme? Est-ce que ce qui est en train de se faire de cette limite, elle te fait peur ou est-ce qu'elle t'enthousiasme et que tu es dans la dynamique de cette vie? Mais il faut bien comprendre que c'est toujours, ça s'appuie sur quelqu'un qui a fait le travail psychothérapeutique dans le premier trimestre et qui a vécu le deuxième trimestre. Si les premiers trimestres n'est pas vécu du point de vue de cette initiation ou très mal vécu, ça va rendre plus compliqué les étapes suivantes. Vous comprenez? C'est-à-dire que le troisième trimestre va être vécu encore plus fort, et surtout l'accouchement, s'il y a eu un suivi au niveau de cette proposition que fait cette grande sage-femme de ces 3 trimestres. Et apparaît dans le troisième trimestre des contractions. Alors des contractions d'abord qui vont être quelquefois que partielles, à certains endroits de l'utérus, et puis pas à d'autres. Et puis ensuite, ça va faire des contractions assez faibles, et puis il va en avoir quelquefois de plus fortes. Donc il y a des contractions un peu erratiques dans le troisième trimestre de la grossesse, mais qui commencent à se faire sentir. Et ces contractions, elles posent une question à la femme, surtout quand elle avance dans son terme, est-ce que tu es prête à accoucher? La contraction, c'est un signe d'accouchement, bon, pas dans les premières, hein, mais ensuite, donc ça interroge le psychisme, est-ce que tu es prête à accoucher? Donc il faut écouter cette question, et il faudrait élaborer pour essayer d'y répondre de façon claire. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment une maladie de notre société, c'est est-ce que tu es engagé dans cette expérience ou est-ce que tu l'as subie? Or, dans nos civilisations, moi j'ai commencé à travailler en gynéco-obstétrique dans les années 74, en 74, 75, 76, il y avait beaucoup de préparation à l'accouchement, les couples étaient très engagés dans une expérience personnelle dans tout ça. Et plus j'ai vu le temps passer, plus j'ai vu arriver des couples pour qui la grossesse a été juste un passage obligé, un peu enquiquinant, l'accouchement n'en parlons pas, et qui vous disaient docteur, faites-moi une césarienne, qu'on n'en parle pas, parce que tout ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, il y a cette question de la contraction, c'est es-tu engagé dans l'expérience? Est-ce que tu veux vraiment y aller? Ou est-ce que tu l'as subi et qu'à ce moment-là, va falloir trouver une solution. Et puis les mouvements du bébé, qu'on ressent beaucoup dans le troisième trimestre, le bébé il dit, ben voilà, je vais arriver, est-ce que tu es prête à m'accueillir? Et la question qu'il pose, c'est, est-ce que tu me veux tel que je suis ou tel que tu m'attends, tel que tu me veux? Est-ce que tu acceptes que je sois qui je suis et non pas une projection de ce que tu voudrais? Et dans le troisième trimestre de la grossesse de l'espèce, cette fois-ci, eh bien c'est un peu la même chose, hein. Devant les limites de nos actions par rapport à la crise, hein, parce qu'on voit bien qu'on est tous, quand j'échange avec des gens, on dit bah oui, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas l'impression de pouvoir faire grand-chose. Est-ce que nous sommes prêts à nous dépasser? Est-ce que nous sommes dans la peur ou dans l'enthousiasme? Est-ce que nous sommes prêts à construire la suite ou est-ce que nous laissons happer par la peur? Les contractions, on va en parler des contractions, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Est-ce qu'à travers ces contractions, qui est tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ou prête à faire face à cette crise, pareil, engager ou subir? Et cette nouvelle civilisation vers laquelle on va aller, est-ce qu'on la veut telle qu'elle la voudrait pour nous, ou est-ce qu'on la veut telle qu'elle doit être pour l'ensemble de l'humanité? Est-ce que c'est quelque chose qui va englober l'ensemble ou qui va être juste tel que je la veux moi dans ma petite société, avec mes petites nécessités? Alors ce troisième trimestre, il pose des questions encore plus profondes par rapport à cette pathologie humaine qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est cet égo surdimensionné, c'est qu'on prend conscience qu'on est une petite cellule au milieu de milliards d'autres humains, tous aussi utiles les unes que les autres, et qu'il faut qu'on fasse notre part. On n'est peut-être pas grand-chose les uns et les autres, mais si déjà chacun fait sa part, alors la chose peut marcher. Et
ce troisième trimestre, c'est aussi un amour inconditionnel, puisque dans l'accouchement, en principe, on devrait accueillir cet être tel qu'il est, que ce soit son sexe, que ce soit sa personnalité, que ce soit à qui il ressemble, etc., et non pas tel qu'on le veut. Et puis, cette ouverture de la conscience, cette ouverture de notre capacité à percevoir le monde et à aimer le monde, eh bien, c'est ce qu'on rejoint avec les trois liens. Le lien avec la profondeur de soi, le lien avec les autres, le lien avec le monde et avec tout ce qui dépasse le monde, avec le cosmos. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une appréhension de l'ensemble de l'univers au lieu de juste notre petit ego à nous? Il y a quelqu'un qui a développé ça par rapport à un auteur qui a développé cette idée que nous étions dans le temps des héros, c'est-à-dire que devant cette crise et la surdité d'un certain nombre, un grand nombre de personnes et de dirigeants, il va falloir, si on est convaincu, se lever et assumer d'être... Et il y a des héros, il y a des gens qu'on voit, des gens qui sont complètement investis dans leur mission, qui ne sont peut-être pas des êtres parfaits, qui sont complètement investis et qui vont jusqu'au bout, quitte à se retrouver en prison. Alors, bon, là, on ne va pas reprendre, mais du coup, j'ai pris finalement tout ce qu'on vient de voir sur les 3 trimestres, et puis j'ai regardé par rapport à ces 4 signes pathologiques de ce psychopathe que nous sommes à l'échelle globale, et pour voir à quel point la grossesse prévoyait de faire évoluer cette humanité à travers les 3 trimestres, et pour chacun, vous voyez, j'ai mis un petit peu ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc l'ego surdimensionné du départ est passé par une certaine humilité, puis ensuite un élargissement de sa capacité à aimer, du cercle de ce qu'on aime, et puis ensuite se retrouver comme petite cellule au milieu de l'ensemble du grand organe humain, du grand organisme humain. Et donc c'est plus un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui sait, comme une cellule du corps, elle sait ce qu'elle a à faire, et qu'elle ne se compare pas, et qu'elle ne se croit pas la seule. Toutes nos cellules du corps, elles fonctionnent ensemble, en synergie, et en respect les unes des autres, en principe. Manipulation, on a vu le goût pour la vérité. On a vu après que dans le 2e trimestre, ça a amené les éléments favorables à la croissance de l'autre. Et puis, l'amour inconditionnel envers tout. Voilà, l'empathie, oui, l'empathie naissante dans la psychothérapie du début. Encourager l'autre, c'est le 2e trimestre avec ce côté ouvert sur et la joie et l'amour autour de soi. Et puis, les 3 liens. Et puis, la responsabilité naissante, le courage de chercher, la responsabilité de chercher en soi d'abord, de soi-même, la responsabilité de son propre fonctionnement. Ensuite, le visionnaire, celui qui est capable de voir plus loin que son propre fonctionnement, mais voir plus large. Et puis, le temps des héros dont je viens d'évoquer. Alors, on va rentrer un petit peu dans, maintenant, comment ça se passe dans notre temporalité à nous. Donc, pour cette naissance de cette société, je l'ai déjà dit et pour la 3e fois je le répète, il faudra les 2 forces, féminines et masculines. Et pas des femmes qui essayent de ressembler aux hommes, parce que ça on en voit, mais des femmes qui restent femmes et qui font depuis la féminité et depuis le féminin porteur de vie. Et c'est grâce à cette initiation qui va se faire en synergie masculin-féminin qu'il y aura une naissance d'une vie renouvelée. Alors dans la temporalité, pour moi, le temps de la préparation s'est terminé depuis 2010. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je dis ça. Je vous disais que dans les contractions, celles du 3e trimestre, elles sont éparses, peu intenses, et elles préparent la femme par les contractions et par les mouvements du bébé. Vous vous rappelez de ça? Celles de l'accouchement, elles vont être régulières, fortes, et elles vont permettre l'ouverture du col, la descente du bébé et finalement la sortie du bébé. Alors les contractions du 3e trimestre éparses, je vous ai noté celles que j'ai vues. Et là, c'est pareil, ça reste ouvert, je ne prétends pas avoir tout vu, mais le 3e trimestre, les contractions, elles ont commencé peut-être en 1950 avec le Distilbène, les crises du pétrole, le sida, l'amiante, la grippe aviaire, les grippes aviaires, la vache folle, chlordécone, les subprimes. Pour moi, j'ai fixé les subprimes au démarrage de l'accouchement.
Donc finalement, les crises, c'est tout ce qui nous arrive. C'est toutes ces choses qui viennent nous contrarier, qui viennent nous poser problème. Les contractions d'accouchement, elles deviennent en principe plus régulières et plus fortes, et je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je voulais revenir, c'est vous dire qu'est-ce qu'elles provoquent le plus souvent, malgré ou grâce à cette initiation qui s'est préparée dans la grossesse avec les 3 trimestres, une femme qui suivrait, là je parle d'accouchement humain, si ce couple a suivi ce qu'enseignent les 3 trimestres et a essayé de rentrer dans l'expérience des 3 trimestres, il va arriver à peu près prêt, mais l'initiation reste l'initiation. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on passe beaucoup de temps en salle d'accouchement, comme c'est mon cas, j'en ai plus maintenant, mais j'ai passé beaucoup de temps, c'est que j'ai toujours été interrogé, je me suis toujours interrogé sur pourquoi les femmes disaient un certain nombre de choses assez répétitives. Et il y en a une fois qui a dit quelque chose de tellement clair que je me suis dit que ça m'a permis vraiment de comprendre. Et elle avait des contractions qui étaient peut-être douloureuses, bien évidemment. Et en fait, alors que tout se passait bien, elle me disait « mais je suis incapable de supporter ça, je suis incapable. » Et à un moment, donc, on discutait comme ça, enfin, entre les contractions, on discutait. Et je lui dis « mais pourquoi vous me dites que je suis incapable? Pourquoi vous me dites que je suis incapable sans arrêt ?» Mais elle me dit « mais je suis incapable, mon père m'a toujours dit que j'étais incapable. Je suis incapable. » Et je me suis dit « ben voilà, injonction parentale, je suis incapable. Il n'y a pas en elle la pensée qu'elle peut accoucher. » Elle a été, comme beaucoup d'entre nous, avec les injonctions parentales, avec les traumatismes, il y a quelque chose qui s'est inscrit, je suis une incapable, je suis cela, ce qui n'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été collé sur notre être, mais qui n'est pas notre être. Mais dans cette espèce de confusion qui a eu lieu, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus parce que c'est un peu complexe, mais dans cette confusion qui a lieu à travers tout ce que nous avons rencontré comme épreuve et comme traumatisme dans notre vie, il y a eu une confusion qui a fait que nous croyons que nous sommes ça. Et les contractions vont réveiller ça, en fait, vont réveiller cette capacité à faire revenir le présent, le passé, pardon, à faire revenir le passé sur ce présent et à interpréter. Elle interprète quand elle dit qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle a été capable, en fait. Donc l'accouchement lui a donné la preuve qu'elle était capable. C'est ce que je lui ai dit après. Je lui ai dit, ben, vous voyez, ça s'est passé quand même, ça s'est bien passé. Vous avez fait un truc incroyable, quoi, incroyable. Et donc, tout ce que va proposer la grossesse dans le premier, deuxième, troisième trimestre, c'est, pour chaque contraction de l'accouchement, c'est être capable de revenir au présent. Peut-être que le passé va arriver, mais cette capacité qu'elles ont expérimentée dans le premier trimestre, de ce travail psychique de revenir au présent, va leur permettre de revenir au présent. Et ce n'est pas des blagues ce qu'on vous dit, hein, c'est des choses... nous, je n'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais en fait, dans toute cette expérimentation que nous avons fait, nous avons essayé de comprendre à partir de ce que je vous ai dit, des 3 principes, hein, principe physique, principe psychique et principe évolutif. Et puis on est allé voir dans la littérature, je vous ai parlé de Modi Bidlowski, mais on est allé voir ce que faisaient les autres, comment ils pensaient. On a expérimenté avec les couples, et puis on a eu un rétro-contrôle. C'est quand ils revenaient nous voir après l'accouchement, leur demander, bon ben, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment vous voyez ça? Et c'est eux qui nous ont enseigné. Nous, on n'a pas développé des théories, des choses comme ça. On a écouté et on a attendu le feedback pour savoir si c'était OK ce qu'on disait ou pas. Et donc, ce premier trimestre en particulier, il permet de revenir au réel, de revenir au présent. Et le présent, c'est quoi? Ben c'est ce que j'ai marqué là, hein, revenir à ce qui est et non pas rester collé à ce qui a été. En fait, quand les femmes faisaient ce travail, quel est le réel de ce qui se passe dans la contraction? C'est une femme en train de faire que son col s'ouvre et un bébé en train de progresser. Eh bien écoutez, vous me croirez ou pas, mais quand elles revenaient au présent, c'est ce qu'elles sentaient. Et elles sentaient leur bébé progresser. Elles étaient complètement... Et donc, il n'y avait plus de souffrance, il y avait effort. Elles passaient de douleur à effort. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations qui nécessitent d'utiliser tous les moyens modernes d'analgésie. Je n'ai jamais dit autre chose que ça. Mais il y a quelque chose qui revient vraiment au présent et qui, au fil des contractions, entre en intimité de plus en plus avec son bébé
et arrivent à percevoir ce bébé de façon incroyable. Je ne peux pas en dire plus, mais où elles perçoivent vraiment des choses très intimes de leur bébé en fin de travail ou pendant le travail. Alors, les contractions de l'accouchement, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour nous, à travers ce que je vous ai expliqué des contractions qui nous arrivent dans cette société qui est en train de naître, qui va naître? C'est que la contraction, elle contient une information. C'est-à-dire tout ce que je vous ai listé tout à l'heure de tout ce qui nous arrive, ça contient une information. Soit cette information, nous la lisons depuis notre petite vie personnelle, soit nous la lisons depuis ce qu'elle a à nous dire. C'est-à-dire qu'il y a une information neutre, disponible et vraie pour accompagner notre parcours vers une nouvelle société. Cette naissance, la nôtre individuelle, et la nôtre au niveau groupe, et la nôtre au niveau mondial. Et passer de lire la contraction, comme je viens de le dire, par rapport à cette femme qui a accouché et qui disait « je suis incapable », et puis qui est revenue à autre chose, ou bien lire depuis la société, en fait c'est la même chose. C'est qu'on va revenir à qu'est-ce qu'on a comme information très importante dont nous allons tenir compte pour la nouvelle société. Puisque cette société, elle est en attente, elle est en train de se dessiner, mais elle n'est pas encore matérialisée. Et donc c'est ça qui est en train de se faire. Alors je vais prendre un exemple, pour que vous compreniez, je vais prendre l'exemple des subprimes. Alors les subprimes, c'est quoi? C'est aux États-Unis que ça avait commencé, c'était l'idée qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc on va leur faire des prêts pour qu'ils puissent acheter une maison. Mais comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, et donc on va prendre un risque en leur prêtant de l'argent, et donc on va avoir des taux d'intérêt très supérieurs puisqu'il y a un risque. D'accord? Donc c'est proposé à des ménages modestes, mais avec une rentabilité très importante pour celui qui a prêté l'argent. Donc les taux sont des crédits, sont des taux élevés, bon, c'est ce que j'ai écrit, hein. Et on garantit l'argent est garanti sur l'hypothèque. C'est-à-dire que vous achetez une maison et si tu ne la payes pas, je te reprends la maison. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, au niveau de la Banque fédérale, une augmentation du taux, parce que c'était des prêts à taux variable. Donc, le taux a augmenté, et il y a 15% des ménages qui se sont trouvés en impossibilité de payer. Donc, ils ont été mis dehors de leur maison, sympathique, et ils ont dû abandonner leur maison, qui a été mise en vente. Sauf que quand on met en vente 15% des maisons qui ont été... ça fait chuter l'immobilier. Et donc, ça fait chuter l'immobilier. Les banques, il y a une banque qui a explosé. Et donc, ça a foutu un désordre monstrueux, cette histoire des subprimes. Je vous propose une chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on apprenne à lire, depuis cette réalité, ça c'est ce qui s'est passé, depuis cette réalité, comment est-ce qu'on peut voir cette crise des subprimes depuis notre petite vie intime personnelle, pas intime, notre petite vie un peu égoïste, un peu égocentrée, et comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous indique. Alors, je vais vous donner ma lecture à moi. Ben, si j'étais américain, perdre ma maison, l'argent, et peut-être même plus, je vais peut-être me retrouver à la rue, donc c'est pas sympa du tout cette histoire. Le monde des affaires est pourri, ça c'est ma traduction à moi. Hein. C'est encore les riches qui accumulent. Les bourses et les banques nous manipulent. Et ce sont les plus pauvres et qui sont les victimes et qui payent. Alors, lecture depuis une information utile pour ma vie, ou pour la vie. Bon, moi, est-ce que je vois ça? Ben, je vois une première question, c'est est-il éthique de gagner de l'argent sans travailler? Une bonne question, ça. Est-ce que aller voir son banquier et lui dire voilà, j'ai de l'argent à placer, je voudrais que ça rapporte 10-20%, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La question que moi je pose au banquier, c'est qui c'est qui paye? Ben alors ça, ils ne nous le disent pas si on ne leur demande pas. Ils nous disent j'ai une rentabilité, et plus la rentabilité est forte, plus on a tendance à dire OK. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse à est-ce que c'est bien éthique de gagner de l'argent avec l'argent? Que l'argent rapporte de l'argent, c'est normal ça? C'est une question.
quelle est la place de l'argent dans ma vie et le travail? S'il y a une telle injustice sociale, comment est-ce qu'on peut être socialement plus juste avec l'argent? Voilà, moi c'est des questions. Hein. Après il y en a d'autres, hein, juste celles qui me sont venues comme ça rapidement. Mais je pense que chacune des contractions va nous obliger à réfléchir par nous-mêmes, peut-être réfléchir avec d'autres, c'est ce que moi je souhaite fortement, et prendre des décisions éthiques pour nous-mêmes, pour notre propre vie, ce que font beaucoup de gens. Hein. Et il y a des gens qui ont pris des décisions fortes là-dessus déjà, hein. C'est déjà en mouvement ça. Et puis, justement, c'est ce que je disais, et donc prendre des décisions fortes et puis les partager avec d'autres. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Hein. Alors maintenant, l'accouchement. Dans l'accouchement, il y a la mise en travail. La mise en travail, c'est le moment où les contractions deviennent régulières. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, les contractions étaient un peu éparses, et tout d'un coup, ça commence à faire le métronome jusqu'à être très, très, très régulier. Donc, contraction, la dilatation du col, la descente du bébé et la sortie. Ça, c'est la mécanique obstétricale de base. Alors, les contractions de travail, maintenant, j'ai dit, moi, j'ai fait commencer au subprime, et puis on voit que ça s'accélère quand même. Hein. Le Mediator, le scandale du Mediator, les migrants, les réfugiés, l'élection de Donald Trump, je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, la première. Le Covid, avec le scandale des EHPAD. L'assaut du Capitole, c'est un truc qui peut se poser des questions. Tiens, on peut faire des choses comme ça quand on était président des États-Unis. Bon. Les guerres, tremblements de terre. Oui, en 2023, il y a encore 2 banques qui ont sauté aux États-Unis. Retour de Donald Trump, abandon des accords pour le climat des USA, et puis la réunion de Davos en 2025. Bon, ce sont ce que j'ai noté. Hein. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont des contractions mondiales, et puis il y a des choses qui sont des contractions plus localisées. Et bien, à l'endroit où on est localisé, il faut prendre aussi les contractions locales. Il n'y a pas que les mondiales qui comptent. Bien, je pense que le début de la grossesse, c'était la révolution industrielle et l'apparition du capitalisme. Si on reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la grossesse qui donne la pertinence pour faire un travail psychologique, avec l'arrivée de Freud, on va dire, même si la vie intérieure était explorée avant, il y a eu quelque chose vraiment qui s'est fait et qui a dit, voilà, à partir de maintenant, on peut travailler intérieurement sur soi. Le deuxième trimestre, c'est ce que j'ai appelé les 30 glorieuses, 1945 à 73. Et puis le troisième trimestre, de 72 à 2010 en gros. En 72, c'est la limite de la croissance, c'est le Club de Rome, hein, c'est le rapport Meadows. Et en 2010, la conscience de la crise se répand vraiment. C'est-à-dire que jusque-là, quand on parle de crise, beaucoup de gens en rigolent et disent qu'on est défaitiste ou pessimiste, comme j'ai vu tout à l'heure. Mais là, depuis 2010, on rencontre de plus en plus de gens qui disent « oui, c'est une période très particulière qu'on vit ». Et donc pour moi, la mise en travail, c'est 2010. Et alors je me suis amusé à essayer de calculer en fonction du nombre de contractions qu'il faut pour accoucher, du temps que ça prend. Et donc je suis tombé sur quelque chose d'assez flou, qu'on devrait sortir de l'impasse en 2030-2070. Je ne serai plus là, mais ceux qui y seront, vous en verrez des nouvelles, là où on sera, je ne sais pas trop où, pour nous dire comment ça s'est passé. Voilà.